Madame la commissaire, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices des affaires sociales de nos États membres, Mesdames et Messieurs les partenaires, Mesdames et Messieurs les collègues de la CEDEAO, chers partenaires, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. En 1960, nos pères se sont battus pour l'indépendance de nos États, la liberté, l'autonomie. Par la suite, nous avons connu le 28 mai 1975, où les pères fondateurs ont créé la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui fête cette année son cinquantenaire. Par la suite, la CEDEAO, en 2003, a initié une agence qui s'appelle le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Une agence dont la mission est de œuvrer pour l'égalité du genre et la parité à travers nos États membres. Depuis lors, ou encore depuis les indépendances, beaucoup de progrès ont été faits. Des États ont pris des initiatives en vue de l'égalité des sexes. Les États se sont battus pour donner une place aux femmes qui, malheureusement, ne sont pas souvent bien vues, puisque tout à l'heure, en parlant des indépendances, j'ai dit nos pères. En parlant de la CEDEAO, j'ai dit nos pères. À aucun moment, personne ne dit nos pères et nos mères des indépendances. Donc, à un moment donné, nos États ont pris conscience de l'utilité d'œuvrer pour l'égalité des sexes en accordant à la femme sa place, son rôle qu'elle exerce déjà dans le développement de nos nations. Mais depuis que nous sommes à l'ère de la numérisation, il importe de quantifier cet apport des femmes et des hommes de nos États membres. D'où l'idée de l'opérationnalisation de l'écosystème digital du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, une activité qui nous réunit depuis ce matin ici, dans la belle ville de Salimbourg, en République du Sénégal. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je vous souhaite ici la bienvenue au nom de Madame la Commissaire qui certainement prendra elle-même la parole pour vous le dire de vive voix. La cérémonie d'ouverture de cette activité se déroulera autour des points suivants. Tout à l'heure, nous aurons l'intervention de M. Tabou Jiming, qui représente Dr Mathias Nab, directeur de l'UNDP pour l'Afrique. Ce sera suivi de l'intervention de Dr Fatou Cissé, qui va intervenir en ligne au nom du professeur Abdoulaye Diagne, directeur exécutif du Consortium pour la recherche économique et sociale. Je vais parler de CRES. Ensuite, nous aurons l'intervention de Mme Astou Diouf Gueye, qui représente ici la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités de la République du Sénégal. Et enfin, l'ouverture officielle de nos travaux sera faite par l'honorable professeur Fatou Sossar, commissaire du développement humain et des affaires sociales de la CEDEAO. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je voudrais ici, sous vos ovations, inviter M. Tabou Jiming pour son allocution. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Your Excellency, the representative of the Minister of Family, Social Action and Solidarity of the Government of Senegal, the representative of ECOWAS Coordination Office in Senegal, distinguished guests, partners, colleagues, ladies and gentlemen. Good afternoon. My name is Atal Robert Chimi, and I will be speaking on behalf of our director, the UNDP, Regional Service Center for Africa. It's with great honor that we, as UNDP, join you today for this landmark event, which is the operationalization of the ECOWAS Gender Observatory,
This is a significant stride forward in our shared mission towards promoting institutional accountability and governance for gender equality in the ECOWAS region, but also Africa as a whole. We wish to first acknowledge and appreciate the strong partnership UNDP has enjoyed and continues to enjoy with ECOWAS. Our collaboration in advancing gender equality and women's empowerment across West Africa and the continent as a whole, notably through our regional gender project from 2020 to 2024, has been a cornerstone for this progress. In partnership is set to be under the second phase of our Bulgaria project, together with ECOWAS. We are excited to also say that we will be scaling up two critical initiatives. First, by promoting institutional transformation through the gender equality seal for public institutions, and the second one by also bolstering institutional accountability through our support on strengthening and operationalization of this very observatory we are launching today. So we must extend a special word of appreciation for the technical team led by Eki and his team, who have built a robust and fully integrated system for ECOWAS. This is a flagship model that deserves to be replicated across our regional economic communities as well, including IGAD, we have SADC, we have ESC, we have ECAS to mention but a few. But ECOWAS has stood to really, demonstrate a very good model of a very robust platform that needs to be shared across the continent. However, the system is only as strong as the commitment behind it. Given the robust nature of this platform and the natural handover of our member state for points as we had this morning, there is need to continue to provide dedicated support to our member state. It's very, very crucial to ensure we have a very successful and sustainable operationalization of this observatory. And as UNDP, we are indeed firmly committed for this partnership that we will continue providing support to ECOWAS. We will continue working together in collaboration with the ECOWAS Gender Development Center to see that we provide supporting, strengthening this system, but also building, but also share into practice with other legs to ensure that they can also borrow and learn from ECOWAS on this success that you have actually achieved. So I will not say much. I will conclude by saying thank you so much for providing UNDP the opportunity to be part of this collaboration, for inviting us, and with this together we shall move on to really ensure that we have all the regs within the continent having the same system that will be holding member states accountable, but also ensure that we fulfill in implementation very commitments, not only in ECOWAS region, but across the continent. With this, thank you so much, Your Excellency. I rest myself. Thank you so much. Thank you, Thank you, Mr. Jimmy Tabo. I would like to recall that we represent here Mr. Matthias Nab, Director, Afrique for UNDP, United Nations Development Programme. This opening ceremony is still going on. Je voudrais ici, mesdames et messieurs, sous vos ovations, respectueusement inviter Madame Astou Diouf-Gueye, qui représente ici son Excellence Madame la Ministre de la Famille, de l'Action sociale et de Solidarité pour son allocution. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur le représentant, Madame la représentante du professeur Abdoulaye, directeur exécutif du Consortium pour la recherche économique et sociale (CES), Madame la représentante du Bureau national CEDEAO, Madame la directrice du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, distingués collègues du CCDG, chers amis, les hommes et les femmes de notre région CEDEAO. Mesdames et messieurs, l'égalité des sexes et l'autonomisation de femmes ne saurait être reléguée au rang d'option secondaire.
car elle constitue un élu, un catalyseur essentiel pour bâtir une société prospère, stable et juste. Cette session met en lumière l'importance capitale de l'utilisation des données probantes pour orienter nos politiques et interventions et nous rappelle que la promotion de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes ne peut être menée sans une connaissance approfondie des défis à relever. C'est en s'appuyant sur ces éléments que le gouvernement du Sénégal, sous l'égide de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, a formulé dans la vision Sénégal 2050 une nouvelle technologie et accorde une place centrale aux femmes et aux jeunes. Le gouvernement a également mis en place des services statistiques dans tous les départements ministériels pour une bonne maîtrise de la formulation, la planification et le suivi et évaluation des politiques publiques. Le Sénégal est en phase donc avec la démarche de la CEDEAO à travers l'outil ECOGO qui s'inscrit dans une vision globale de la redevabilité, la transparence et la coordination entre États membres et partenaires sont les maîtres mots d'une action collective efficace en faveur de l'égalité contrat. Le Sénégal, par la voie, affirme sa détermination à investir davantage dans la production, l'utilisation et la diffusion des données probantes et de promouvoir l'usage d'outils numériques novateurs en vue d'accroître la vitalité et la redevabilité en matière d'équité et d'égalité de genre. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que grâce à notre engagement collectif et l'utilisation judicieuse de nos outils, nous pouvons poser des engagements internationaux et régionaux en action concrète basée sur des évidences afin d'assurer que chaque femme et chaque fille puisse bénéficier d'un accès équitable aux opportunités offertes par nos sociétés. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Mme Astou Gueye. Je rappelle que vous représentez ici son Excellence Madame la Ministre en charge de la famille, de l'action sociale et des solidarités du Sénégal. Je pense que la technique est rétablie. Nous allons pouvoir écouter à présent Dr Fatou Cissé. La présentation s'affiche. Ça s'affiche, madame. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de vous partager de manière succincte ce que nous travaillons, le projet sur lequel nous travaillons avec la CEDEAO depuis 2013, l'éco-aspect de l'organisation. Effectivement, aussi pourquoi ce projet, l'égalité de genre nous constitue depuis ce matin, est un élément indispensable de la représentation et la participation des femmes et des hommes sur le plan économique, social, politique et dans toutes les sphères de la vie. Et l'un des objectifs du centre genre de la CEDEAO est de conduire des programmes d'institution de genre et collaborer avec les États membres pour rassembler et analyser les données de qualité distribuées selon le genre. Et l'un des objectifs aussi, c'est de conduire ce programme. Et c'est ainsi que le centre a confié au consortium pour la recherche économique et sociale ou des sous-chercheurs le travail qui consistait à développer un outil éco-racial de paramètres. L'objectif à travers l'éco-racial c'est d'appuyer les États dans l'élaboration de la mise en œuvre des engagements en matière d'égalité des sexes concernant l'objectif pour le développement durable et la vision de la CEDEAO. Ces deux sont complètement en phase. Et ici, on a vu cet objectif d'équation je vais juste en citer certains qui sont là. C'est d'abord pénaliser la correcte utilisation des données tout le genre pour la prise de décision. Mesurer régulièrement les hectares selon le statut des hommes et des femmes et donner aussi plus de visibilité aux éducations concernant la différence éducative. Évaluer les pour procéder à des comparaisons entre différents domaines de politique. On va revenir sur ces domaines clés.
l'évaluation de l'efficacité des mesures en cours pour prévoir des règles politiques. Diffuser ces indicateurs pour les rendre accessibles à tous les acteurs dans tous les pays et sur cette base avoir de quoi s'activer pour développer des déploiements. Je vous donne juste ici un aperçu de la méthodologie de façon non publique. Les grands composants de diplomatie, ici il y en a 16. La première, c'est d'élaborer un cadre conceptuel sur lequel on s'appuie pour définir les grands domaines, mais également pour calculer un indice d'égalité de genre dans l'espace CEDEAO. Cela conduit à collecter régulièrement des données dans différentes sources au niveau national et au niveau international. Sur cette base, produire régulièrement des bases de données assez riches. Sur cette base de données, analyser régulièrement la situation sur les indicateurs de genre et créer des indices synthétiques, pas de l'aide, mais également un indice synthétique global. Et que ce soit au niveau des domaines ou au niveau de l'indice global, pouvoir faire des comparaisons dans le temps, mais aussi entre les pays, pour voir quels sont les pays qui ont les meilleures performances et voir les politiques qui s'adaptent. Puisque les pays n'ont pas les mêmes niveaux d'évolution en termes d'inégalité de genre selon les domaines. Et sur cette base, créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, une plateforme digitale où les acteurs accéder à ces données et si accéder aux différentes documentations qui accompagnent les analyses et également former des actes à l'utilisation de l'outil. Voilà globalement. Là, voilà, je vais passer à ce que nous avons produit. En termes de données, jusqu'à aujourd'hui, nous avons collecté 816 indicateurs d'inégalité de genre sur les gens et les femmes concernant 16 dimensions. Voici les dimensions. Depuis la dimension accès aux ressources, donc toutes les dimensions que vous voyez lorsqu'on analyse l'autonomisation économique des femmes, mais également nous avons pu mettre la main sur les données concernant l'utilisation du temps, qui est aussi une dimension très importante, rarement considérée dans l'analyse des inégalités de genre. Mais nous avons pu avoir les données des enquêtes réalisées dans les 8 pays de l'Union. Également, il y a des données sur les violences basées sur le genre, des données sur la pauvreté, la humanitaire, et la pauvreté. Voilà les différentes sources de données variées dont je parlais, provenant des sources au niveau national, mais également au niveau international. Nous avons visité plus de 500 sources de données, avec des sources globales et des sources qui nous ont permis d'avoir des 800 et quelques indicateurs. Voici la grande distance que nous avons. Pour la première phase, nous avons, après avoir créé cette base de données sur les indicateurs, nous avons produit un rapport qui décrit en détail comment nous avons procédé pour Ecovasia Development, depuis la tête des données jusqu'à l'analyse des données sur les inégalités, jusqu'à la création de l'indice et les disponibles. Sur ces bases, nous avons produit un rapport sur la construction des bases de données, c'est un rapport d'une trentaine de pages qui permet de page qui permet de voir comment nous avons procédé. Nous avons rédigé un rapport global sur les inégalités du genre et un rapport simple pour faciliter l'exploitation. Nous avons produit un rapport sur l'inégalité de genre pour l'année 2021, des fiches pays où on voit les situations de vie pour les différents indicateurs, les différents domaines pour les risques globales. Nous avons développé une plateforme digitale. Ça, c'est pour la première phase. La deuxième phase, qui est un peu plus lente, pour des questions que je vais pas ici, nous avons procédé à l'actualisation de la base de données qui va devenir à 2024 actuellement. Nous avons fait une mise à jour de la plateforme digitale pour créer une aussi bien de dashboard que des communautés de pratique qui permettent de renforcer les indications entre les acteurs. Nous avons publié aussi l'indice d'inégalité de genre pour l'année 2023, puisque les données ne changent pas beaucoup en cette année. Nous avons
proposé de le faire chaque 2 ans, mais pour chaque indicateur de modalité, c'est chaque année que c'est calculé. Et également, nous prévoyons, nous avons commencé de produire un rapport pour permettre aux États d'avoir une situation globale sur les indicateurs négatifs du domaine des risques globaux, ça va suivre l'exploitation, les possibilités tous les documents qui permettent de faciliter l'exploitation des indicateurs français ou des rapports de prévision. Et pour ne pas ici, voici globalement les étapes de production de l'indice qui suivent les étapes standards avec des améliorations pour le cas de l'économie et de périmètre, depuis l'analyse du cadre institutionnel jusqu'à la collecte de données, la mesure des inégalités des genres, la sélection des indicateurs qui doivent dans l'indice, puisque nous avons beaucoup de domaines, mais c'est sur 6 domaines que nous centralisons l'analyse de l'inégalité des genres, de l'indice global, pour les raisons de disponibilité des données. Après, sur cette base, nous calculons au l'indice. Et voici pour vous mettre dans le cadre, si voici les 6 domaines dont je parlais, c'est l'éducation, emploi, accès aux ressources, santé, leadership et technologie. Et les indicateurs, les domaines n'ont pas les mêmes indicateurs sélectionnés, évidemment. Et voici, je vous donne l'idée maintenant, le résultat que nous avons obtenu. Voilà, si on va le faire. Voici les résultats que nous avons obtenus. Voilà, pour l'indice global, nous avons mis un niveau d'indice global de 0,64. Ce qui montre qu'il est inférieur à tout, donc il n'y a pas encore de gens lorsqu'on prend en compte les 6 domaines avec les indicateurs qui viennent pour. Et technique de la contribution de chacun de ces domaines. Est-ce qu'on voit l'éducation contribue pour 22% à cette situation, l'emploi 19%, l'accès aux ressources 16%, la santé 23%, la technologie 15%, le leadership 5%. Donc on voit qu'il y a plus de performance santé et éducation et moins en ce qui concerne le leadership et l'accès aux ressources et à la technologie. Maintenant, je vais vous présenter un tableau synthèse qui montre, je ne sais pas s'il est ici, ce tableau qui est tiré des analyses d'inégalité avec des scores de chaque domaine et un score global qui prend en compte les scores des différents domaines. Ici, on voit que la deuxième colonne, la première ce sont les pays, la deuxième colonne montre ici le score global obtenu par chaque pays, Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana, vous voyez. Et les colonnes ici donnent les niveaux des scores pour chaque domaine, éducation, emploi, accès aux ressources, santé, technologie et leadership. Pour chacun de ces domaines, pour le score global, on voit qu'on peut connaître la performance du pays, mais également on peut faire des comparaisons voilà. On ne connaît pas dans les détails, mais c'est juste pour vous donner une idée. Et si je prends l'exemple du domaine de l'éducation, vous voyez en tout la première colonne, la pays, deuxième colonne, c'est les scores du pays, troisième colonne, c'est les rangs, puis par chaque pays dans le score de ce domaine. Et là, on poursuit dans la contribution du sport dans ce domaine pour le pays concerné. Et la dernière colonne, c'est l'écart par rapport à la taille. Cela est un exemple ici pour le Ghana. Pour ce qui concerne l'éducation, sport, c'est le 0,96. Donc, il est le premier concernant l'éducation. Et ici, on voit que globalement, sa production est de 1,7 et l'écart plus faible comparé à d'autres pays. Donc ici, du côté gauche, on voit ceux qui font les meilleures performances, c'est le Cap-Vert, Ghana, Côte d'Ivoire et Togo. Voilà. Donc
c'est juste pour vous donner un exemple. Le même constat peut être fait en ce qui concerne l'emploi. On va voir que les grands pays peuvent changer selon le domaine. Donc, les pays ont beaucoup les mêmes performances dans le domaine à ce qui justifie l'intérêt d'avoir équation dans le domaine pour pouvoir cibler les problèmes de mieux pour chaque pays. Et ce qui est dans les parcours tissus, on le fait jusqu'à le dernier domaine ici qui est le leadership, où on voit d'après les données que nous avons, qui font les meilleures performances, c'est le Sénégal avec un peu de milliard, et c'est aussi le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, et après il y a la Lune. Et je vais passer à la conclusion. On voit que l'analyse montre que dans tous les États membres, les inégalités affectent beaucoup plus les femmes que les hommes. Il y a des avancées significatives en matière d'éducation et de santé. Le bac qui avait cette couleur verte. Les inégalités dans ces domaines sont relativement faibles dans la plupart des États. En matière d'emploi, vers les ressources, on note des progrès de recherche, les inégalités persistent, sont persistantes et également dans les défis structurels. Dans les domaines de technologie et leadership, les inégalités sont systémiques et restent marquées, très marquées, le fait d'une exclusion économique et politique des femmes à l'échelle régionale. Donc, ici, quels sont les défis et les perspectives stratégiques que nous tirons de cette première analyse de la disponibilité des données publiques, surtout les données très agrégées par sexe. On a eu la chance d'intégrer la dimension gouvernementale, notamment parce que les données HTTP existent. C'est comme ça qu'on doit procéder. À chaque fois qu'il y a une nouvelle donnée qui existe, qui sont couvertes dans beaucoup de pays, qui ont cette dimension où l'espoir d'être des données pérennes, on les intègre dans la base de données. Il y a aussi la qualité des données. C'est souvent du coup, il y a certaines données, on ne sait pas comment elles ont été collectées, ou elles sont des données collectées de manière informelle, sans aucune information sur les démarches. Il y a également des données qui peuvent être obsolètes, ou bien qui ne sont pas régulièrement collectées. Tout cela sont des défis. Nous pouvons travailler avec la CEDEAO à comment les données, mais c'est sûr que les acteurs qui pour contribuer à ça. Et également, il y a l'idée de pérenniser l'acquisition de ces données, ajouter de nouveaux domaines dans l'indicateur, dépasser les 6 domaines, et cela demande de données régulièrement collectées et de planifier. Et pour cela aussi, il est bon de renforcer les partenariats avec les partenaires publics et financiers, ou bien d'autres membres de l'organisation de la société civile pour faciliter l'accès, accompagner les États aussi dans la mise en œuvre des politiques publiques qui visent à promouvoir l'égalité de chance. Donc, nous pensons que c'est beaucoup de perspectives de pouvoir ouvrir au changement des politiques pour l'égalité de genre. Si on a su ça dans ces différentes dimensions, dans la clé, l'analyse des données, de beaucoup de choses dans le domaine de l'industrie de l'art. Ici, je parlais de la plateforme, qui ne me permet pas de passer de ça, mais c'est une plateforme qui permet de diffuser le dashboard, qui est ici une base qui permet de télécharger des données sur les différents domaines, les sous-domaines, et également au niveau de l'indicateur. Et nous avons conçu des graphiques et des tableaux qui peuvent être téléchargés. Et nous continuons à demander de la technologie française. Il suffit d'avoir la visite sur les plateformes pour pouvoir naviguer facilement. Dans cette plateforme aussi, il y a des communautés de tables qui permettent de maintenir les échanges et les acteurs. Je vais m'arrêter là pour ne pas pour le reste du programme. Merci beaucoup.
Merci, Dr. Fatou Cissé. Je précise que vous interveniez au nom du professeur Abdoulaye Diagne, directeur exécutif du Consortium pour la recherche économique et sociale. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette cérémonie d'ouverture suit son cours. Nous allons à présent évoluer vers la fin, notamment le mot officiel d'ouverture des activités. Et juste après cette intervention, nous aurons la photo de groupe qui se fera juste à la sortie pour immortaliser donc ce moment. Distingués invités, en vos rangs grades et qualités, en 2015, Martha Diop disait « Il est illusoire de penser que sans œuvrer pour l'égalité homme-femme, nous parviendrons à réduire la pauvreté. Les femmes et les filles en Afrique constituent un formidable atout dans la lutte contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté en promouvant l'égalité homme-femme, c'est ce que la CEDEAO fait depuis 2023 à travers son centre pour le développement du genre. Mais cet appui a pris une nouvelle tournure particulière depuis bientôt 4 ans, avec le soutien des partenaires. Il est désormais, je veux parler donc de l'appui du CCDG aux États membres, est désormais orienté vers la capitalisation et la matérialisation des acquis à travers des données fiables. Et cet appui, mesdames et messieurs, distingués invités, je disais depuis bientôt 4 ans, nous avons donc cette matérialisation depuis l'arrivée à la tête du département du développement humain de l'ESVERT en genre. Je veux parler de la commissaire Fatou Sosa, qui, depuis bientôt 4 ans, dirige le département du développement humain et des affaires sociales de la CEDEAO. C'est ce qui justifie d'ailleurs la tenue de cette activité. Et je voudrais ici vous inviter à vous joindre à moi pour l'accueillir pour le discours officiel d'ouverture sur vos ovations, s'il vous plaît. Le ministre de la Famille, de l'Action sociale et de solidarité du Sénégal, Mme Assou Diop. M. Taboudjini Robert de l'UNDP pour son appui et Mme la représentante du bureau national de la CEDEAO. C'est Aïta que nous avons l'habitude de faire. Merci d'être avec nous. Saluer la présence de la directrice du Centre Genre, Mme Sandra Ouelaté Fatou, et à tous les partenaires qui sont ici, les responsables des différents programmes de la CEDEAO. J'avais vu tout à l'heure Mme Diaye, la légale, qui était ici avec nous, tous les représentants de nos différents départements de la CEDEAO qui sont là avec nous aujourd'hui, nos partenaires techniques et financiers, et surtout les points focaux qui sont les éléments essentiels dans cette aventure que nous sommes en train de mener ensemble. Pour moi, cette rencontre a toute son importance. Elle matérialise l'évolution du Centre Genre par rapport aux activités initiées depuis sa création, mais à une nouvelle phase avec surtout aujourd'hui ce concept d'écosystème digital. C'est très important pour moi que le centre soit
à ce niveau de conception. En parlant d'écosystème digital, nous parlons de plateforme qui va abriter nos différents programmes qui s'appuient sur la digitalisation pour pouvoir avancer. Il y a 3 programmes phares importants pour nous. Aujourd'hui, ce matin, nous avons discuté de EcoGo. EcoGo qui, effectivement, depuis 3 ans, en tout cas depuis que je suis là, chaque année, j'assiste à une présentation de EcoGo. Je crois que la phase de maîtrise de l'outil est terminée. Il me reste maintenant à voir comment matérialiser cela. Parce que je me dis que c'est un formidable outil parce qu'il nous permet de pouvoir, à temps réel, faire le suivi des différentes activités, des programmes du centre genre sur le terrain. Et ça, c'est important parce que le suivi-évaluation fait partie dans les étapes de planification d'un moment clé qui nous permet de réajuster nos programmes et de franchir de nouvelles étapes. Donc, dans la compréhension que j'ai, c'est cet outil-là qui nous permettra, parmi les nombreux programmes que nous avons sur le terrain, de pouvoir à temps réel, grâce à l'information que feront les points focaux sur le terrain, de voir le niveau d'évolution et de pouvoir corriger aussi. Ça nous permet une rapidité, à mon avis, dans la réalisation des objectifs. Le deuxième outil qui est important aussi est celui que vient de présenter Fatou Cissé, que je remercie, parce que c'est seulement dans la matinée qu'elle savait qu'elle allait présenter, parce que Salimata n'avait pas pu la joindre, parce qu'elle avait d'autres engagements, mais elle a accepté d'être là de manière virtuelle. Cet outil, pour nous, aussi un outil extrêmement important, parce qu'on ne peut pas faire de la planification si nous n'avons pas une situation de référence. En quoi pouvons-nous dire que nous avons quitté un point A pour aller vers un point B si nous ne savons pas d'où nous venons? Donc c'était ça la mission assignée au CRES, qui est un consortium reconnu au Sénégal et dans toute l'Afrique et dans le monde pour son expertise d'une très très longue durée. L'ancien directeur de l'éducation est ici pour avoir travaillé avec lui bien avant les années 2000. Donc c'est une structure qui dispose d'une expertise et d'accès à des bases de données pour nous permettre de faire la comparaison entre les différents pays. Parce que c'est difficile, on ne peut pas se lever pour utiliser n'importe quelle donnée pour pouvoir classifier les pays. Évidemment, ce n'est qu'un début. Les indicateurs, les variables retenues, elles ne sont pas exhaustives, mais il fallait commencer pour qu'au fur et à mesure, on puisse progresser. Et ce qui nous permet d'avoir ces données sur la situation de référence, ce n'est pas juste une classification des États, ce n'est pas une compétition. Elle a expliqué tout à l'heure sur la question de l'éducation, voilà les pays top. Ça nous permet de manière beaucoup plus désormais, au lieu d'avoir une approche générique pour tous les pays, même si nous avons des programmes transversaux et généraux, de pouvoir identifier où sont les lacunes de chaque pays et de pouvoir appuyer le pays là où il a un déficit, là où il y a des lacunes. C'est ça le sens, à mon avis, de cet outil-là. Par exemple, on a de ces données plutôt, on a le cas de la Sierra Leone. Par exemple, le classement, cette situation de référence nous a permis d'aller vers un autre outil qui est l'indice d'égalité. L'indice d'égalité, ce n'est juste qu'une feuille qui nous permet de classifier les différents pays par rapport à l'égalité des genres. Mais ce n'est pas une classification pour se glorifier. Cette clarification, quand on va regarder pour chaque pays, un pays qui se situe au bas de la liste peut, sur une question donnée, être au sommet de la liste. C'est le cas de la Sierra Leone sur les questions de santé, qui se trouve en avance par rapport au Sénégal et à d'autres. Donc, ça nous permet à la fois de classer les pays, évidemment, de fouetter le sens aussi, qu'on le veuille ou non, pour qu'ils puissent chacun faire de son mieux, mais en même temps, ça nous permet de voir le gap pour chaque pays. Donc, ce n'est pas un outil du gender barometer, c'est le gender barometer qui nous permet la situation de référence globale sur tous les indicateurs, mais d'avoir l'indice composite qui nous permet de classifier ces pays à partir d'un certain nombre de variables que nous avons identifiées. Et ça nous permettra de voir quels sont les pays qui font plus d'efforts et d'autres qui ne font pas d'efforts, parce qu'en fait, les indicateurs renvoient aussi à la réalité.
Nous avons des pays économiquement forts, mais où il n'y a presque pas de femmes au niveau des parlements. Il n'y a presque pas de femmes au niveau des collectivités locales. Et évidemment, ça va chuter leur présence au niveau de cet indice-là. Quand ils en auront pris conscience et que l'année suivante, ils mettent davantage de femmes au Parlement et au niveau des collectivités locales, ils vont voir leur taux augmenter. Donc, on a 3 outils fondamentaux pour moi. C'est l'outil qui nous permet le suivi de nos travaux sur le terrain. Il y a l'outil qui nous permet de voir les politiques publiques d'une manière générale, où est-ce que les gens, la situation de référence, et l'outil qui nous permet de classifier ces différents pays et de les mettre en compétition, mais une compétition saine. L'essentiel, c'est de les pousser. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est important pour le centre genre? Nous avons dépassé le moment dans les années 90. On s'est battu pour faire beaucoup de plaidoyer, pour pouvoir faire comprendre aux gens que la question de l'égalité, c'est une question de droit. Et je pense que ce plaidoyer-là a atteint son objectif quelque part. Mais pour transformer le monde, c'est par la connaissance. Il ne suffit pas de dire que les femmes sont lésées. Il faut arriver à le démontrer. Et c'est ça le rôle de la production de données. Parce que face à l'évidence, les gens sont obligés de prendre acte. Donc, intégrer aujourd'hui la production de données pour une meilleure gestion des connaissances et amener à un changement, parce que la question de l'égalité des genres, c'est une question de transformation sociale. S'il n'y a pas de changement, on n'est pas dans le genre. On aura beau passer notre vie à dire que oui, il y a beaucoup, les femmes ont accès aux services de santé, c'est très bien, elles ont accès à l'éducation, c'est très bien, mais si au niveau du rapport du pouvoir, cela ne change pas, on n'aura pas beaucoup avancé. La raison pour laquelle c'est maintenant face aux données, les gens, c'est l'évidence, c'est la production, les évidences, on n'y peut absolument rien, ils sont obligés de prendre conscience et à mon avis de faire des efforts. Et c'est là seulement où quand vous rencontrez les chefs d'État, ou quand nous allons produire nos documents, ils vont se dire, ce n'est pas juste des féministes qui sont là en train de se battre pour la question des femmes, on va dire, nous, on se situe définitivement dans la perspective scientifique. Et c'est ça que le centre genre doit faire. Et aujourd'hui, à partir de la production de connaissances maîtrisées, le centre peut avancer vers une étape nouvelle qui est celle de la gestion des ressources. Avoir un centre de ressources et de formation. Les formations que les centres genre vont donner vont être différentes des formations à la carte qu'on est en train de nous faire partout dans le monde. Et moi-même, je fais partie de ces formatrices à différents niveaux, dans différents pays. On va dépasser l'histoire du plaidoyer, de démontrer que les femmes, les questions d'égalité, etc. Parce que comme je dis, sans connaissance, on ne change pas. Maintenant, le centre va avoir un atout, pour moi, formidable par rapport à toutes ces structures qui sont en train de former dans le monde. Une fois que le centre aura ses bases de données, le centre pourra désormais aller vers une formation beaucoup plus approfondie, une formation technique et une formation qui a un concret de concret. Donc, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est jeter les bases du futur du centre genre. Parce que le centre genre se situe dans une perspective du futur aussi. Et c'est là où j'apprécie cette IA. Tout à l'heure, quand vous avez défini le centre genre, je suis allée dans Perpexli pour lui poser la question, c'est quoi le centre genre de la CEDEAO? Et effectivement, il m'a donné les informations à partir de ce que vous avez mis dans le net. Donc, cette IA-là, en fait, c'est à nous de donner des contenus. Parce que la question, tout le monde se dit, oui, Internet, mais c'est une question de contenu. Aujourd'hui, nous sommes dans la bataille de contenu. Et c'est par le contenu que le centre genre pourra s'imposer au reste du monde. C'est-à-dire, quand vous allez penser que je rêve, je ne rêve pas. Je viens de l'université, j'avais créé moi-même mon laboratoire qui avait son site web. Je ne suis jamais allé demander 1 franc à un combailleur. C'est eux qui sont venus vers moi pour me proposer. Tous les programmes que j'ai eus, je n'ai pas demandé. Mais c'est parce que j'avais un site web qui avait une crédibilité, où les gens avaient une visibilité et ils venaient eux-mêmes apporter leur argent. Donc, si le centre genre réussit ce pari-là, il va être... D'ailleurs, il a commencé à réussir. Je suis allée en Espagne, le CAICIT, ils sont fascinés par le gender baromètre qu'on a venu de... Parce que tout le monde veut parler des données.
nous avions des institutions qui nous disaient oui, les données n'existent pas. Dès que je suis venue, j'ai dit à Odile, je lui envoie ce que j'ai fait au Labogenre, indicateur en zéro de la parité. J'ai dit non, les données existent. Le problème, c'est comment les chercher. Et le CRES nous a offert la possibilité d'aller ramasser, mais avec la crédibilité internationale. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut faire ce travail aussi. Donc aujourd'hui, le Centre Genre, pour moi, est en train de dessiner son futur. Avec l'intelligence artificielle, vous allez avoir une base de données de l'intelligence artificielle qui sont vos propres contenus. Et ne pas laisser n'importe qui écrire ce qu'il veut et n'importe quoi sur le Centre Genre et sur la CEDEAO, d'une manière générale, mais aussi sur les données du pays de la CEDEAO. C'est-à-dire vos données vont être, ce ne sera même pas en compétition, personne ne l'a fait. C'est vous qui êtes en train de le faire. Nous avons tous nos pays qui se disent qu'ils ont fait un observatoire. Mais ces pays qui disent qu'ils ont fait un observatoire, ils n'ont jamais avancé en rien du tout. Personne n'a jamais vu, je prends le cas de mon propre pays, ils disent qu'ils ont un observatoire. Qu'est-ce qu'il y a dans cet observatoire? Rien du tout. Donc, si le Centre Genre réussit avec EcoGo à nous sortir les réalisations dans les différents pays, avec le CRES à nous donner les situations dans les différents pays, comme on vient de le faire, maintenant, il y a simplement, le plus difficile est passé. Désormais, c'est la mise à jour que nous devons faire continuellement et réviser l'indice d'égalité continuellement. Et surtout, faire en sorte que le contenu que l'IA là, pour moi, c'est l'outil le plus formidable de tous ces trois, que nos contenus soient là-dedans. Et on ne sera plus à la merci des gens qui vont raconter n'importe quoi, qui vont dire n'importe quoi, mais au moins, et nous aurons une longueur d'avance. Et vous allez voir, ce sera le site du Centre Genre qui deviendra le site de référence. Le problème, ce n'est pas d'écrire pour dire que je suis une référence. C'est ce que vous mettrez dans ce site qui fera de vous un centre de référence. Et vous verrez les gens qui viendront visiter et les gens qui viendront vous solliciter. Donc moi, c'est avec un plein d'espoir que je ressors de cet atelier. Bien sûr, nous allons continuer à réajuster les choses. Nos différentes plateformes ne sont pas en compétition. Ce sont des plateformes qui ont chacune son apport. Si jamais on ne dépasse pas cette logique, c'est-à-dire chacun a du pain sur la planche pour assumer la mission qui lui est assignée, il y a une formidable complémentarité entre ces différents espaces. L'essentiel, c'est que chaque espace puisse creuser davantage et aller beaucoup plus loin. Et donc, c'est l'occasion de remercier nos amis du PNUD, parce que depuis que je suis là, à chaque fois, on a cheminé ensemble sur ce processus. Bien sûr, les limites, il y a les limites, il y a les défis dans chaque chose que nous mettons en place. Et aujourd'hui, ces limites, ce n'est pas dans l'outil lui-même, mais c'est dans l'usage de l'outil qui est lié à l'engagement de nos différents pays. On ne va pas se décourager. Salimata pourra peut-être faire la tournée de ces différents pays pour engager davantage ces ministres pour qu'ils comprennent quel enjeu il y a derrière cette affaire. Et je compte aussi sur l'EGAL qui est ici, Madame Ndiaye. À chaque fois que nous invitons nos collègues de la CEDEAO pour venir ici, c'est pour qu'après ils soient nos relais auprès des institutions pour comprendre le sérieux qu'il y a dans ce travail. Parce que malheureusement, on est tous dans un système machociste. Bon, et Pape est en train de me faire de gros yeux pour que je m'arrête. Mais c'est ça la vérité. Nous sommes un système masculin encore. Et souvent, on croit que le Centre Genre, c'est aussi une structure, parce que ce n'est pas sérieux que le Centre Genre ne reçoive pas la totalité du budget qu'on lui a voté. Il faut les génies de ces femmes qui sont là-bas pour nous permettre d'avoir les réalisations que nous faisons. Mais comme c'est des machos qui ne comprennent rien aux questions de gender, ils n'ont pas cette sensibilité pour dire que quand nous faisons du genre, nous ne faisons pas de la femme, nous faisons du développement. Et là, c'est pourquoi je compte sur Mme Ndiaye, quand elle va retourner, pour nous aider davantage. M. Fofana aussi est là, Joël, qui est dans le cabinet du président, il est là, et j'espère qu'il va en parler. De toute façon, je vous interpellerai un jour ou l'autre quand nous serons à trois ensemble, pour vous dire parmi nous, parlez en tout cas à ces dirigeants, pour qu'ils comprennent que ce qui est en train de se jouer
au niveau du centre genre, c'est le développement de nos communautés, c'est le développement de nos localités. Parce que si la Banque mondiale a compris, je dis toujours, je taquine les gens de la Banque mondiale, c'est une institution capitaliste qui repose sur l'exploitation de race, de classe et de sexe. Mais ils ont compris qu'aujourd'hui, l'efficacité repose dans l'égalité de genre. Et ils nous ont permis d'avoir des avancées extraordinaires en matière de production de données, en matière de publication. Donc, je crois que mon mot, c'est attirer l'attention de nos collègues qui sont ici pour qu'au niveau de la commission, qu'ils soient le relais de ce qui est en train de se passer ici, qui est formidable, et ils sont en train de rater le train de l'histoire. Maintenant, je termine en remerciant toutes les personnes qui ont bien voulu être là, en disant aux points focaux encore du courage. Si ça ne dépendait que de moi, vous aurez eu en tout cas une subvention pour chaque point focal ou chaque groupe de points focaux dans un pays pour lui permettre de faire le travail. Mais peut-être qu'on va y arriver, peut-être que nous trouverons des partenaires qui auront compris cet enjeu et qui accepteront de mettre un peu de ressources par rapport à cela. Et merci surtout à toutes les personnes, les interprètes qui sont là avec nous depuis ce matin, et à nos amis de la presse, et un chef Joël qui nous doit bien cela, parce que pendant des mois, on l'a payé avec nos ressources du centre genre. Il ne prend pas les ressources du président. Et je trouve ça injuste encore. Je dis, mais est-ce que la commission, c'est uniquement pour le président ou est-ce que c'est pour tous les départements? Quand Joël voyage pour le président, c'est le budget de la commission. Mais quand Joël voyage pour nous, c'est notre budget, ce qui n'est pas normal. Donc je le dénonce tout le temps. Madame Diaye, vous m'entendez aussi. Donc on nous rend le peu de budget que nous avons, comme si nous ne faisons pas partie de la commission. Bon, donc vous transmettrez au président. Je crois que quand on fera les rapports aussi, il entendra. Comme c'est mon cousin, maintenant, Pape a décidé que c'est mon cousin, c'est mon domobadien, je peux lui dire plein de choses. Mais en tout cas, merci d'être venu et une bonne continuation pour la suite. Merci au ministère de la Famille qui est vraiment à toutes nos activités, qui nous soutient. Le bureau national aussi, depuis Sambou est parti, on n'a plus de ces nouvelles, mais avec Aïta et les autres, vous nous soutenez beaucoup. Donc j'avais déjà parlé du PNUD qui est avec nous et d'autres partenaires qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui participent avec nous à cette belle aventure. Et je terminerai par féliciter la directrice du centre pour son engagement, mais surtout Salimata pour tout l'effort qu'elle est en train de faire. On va me dire, bon, il faut encourager les gens qui font des efforts. On est très critique, moi je ne les ménage pas, elles le savent, mais c'est pour le bien. Mais avec elles, c'est toute l'équipe, parce que je dis que le centre genre, on n'a pas beaucoup de ressources humaines. Nous avons la directrice, nous avons Salimata, nous avons Aïssatou, nous avons Odile. Sinon, il faut remercier ces internships ces professionnels qui sont en train de nous appuyer. Je ne sais pas où est Kumba et tous les autres, Barry, etc., et toute l'équipe qui est là, qui nous aide malgré les difficultés de recrutement que nous avons. Même si nous avons de quoi recruter, mais on ne nous donne pas le personnel dont nous avons besoin. Donc chacun fait des efforts, c'est le moment de le dire, malgré toutes mes critiques, je vous fatigue et tout ça, mais c'est aussi pour vous dire merci et toutes mes félicitations, je vous encourage, continuez dans le droit chemin. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci Madame la Commissaire. Je retiens une seule phrase avec l'écosystème digital. Aujourd'hui, le centre de la CEDEAO est en train de définir son avenir. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de la cérémonie d'ouverture. Avec votre permission, je voudrais vous inviter, j'invite la table d'honneur et tous les participants pour la photo de groupe qui se fera juste à l'entrée de cette salle, s'il vous plaît.